Ah ouais, les meurtres de masse par gaz. Sujet fascinant. Aujourd'hui, on va parler des méthanogènes. Est-ce que vous savez ce que sont des méthanogènes? Eh bien, si je vous dis qu'aujourd'hui, on va parler d'une espèce qui est responsable d'une énorme émission de gaz à effet de serre, et qui, à cause de cette émission de gaz à effet de serre, est responsable d'une extraction de masse, vous me répondez, les méthanogènes. Oui, il y en a d'autres. On en parlera après. Qui aurait pu prédire? On parle beaucoup du dioxyde de carbone comme gaz à effet de serre, mais il y en a un autre qui est un peu moins évocateur, c'est le méthane. Un gaz à effet de serre qui est beaucoup moins abondant dans l'atmosphère, mais qui est 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Et ce méthane, au fur et à mesure des 2 derniers siècles, il a vu sa concentration augmenter, en raison de la révolution industrielle. Qui aurait pu prédire? Mais il va la fermer sa gueule! Il y a également des émissions naturelles, notamment des émissions biologiques, telles que les méthanogènes, des organismes uniques en leur genre et qui ont contribué à une extinction de masse, dû à leur trop grande production de gaz à effet de serre. Ouais, il y a une leçon à en tirer de ça aussi. Alors, les méthanogènes, qu'est-ce que c'est? Par méthanogène, on comprend ce qu'on appelle des archéméthanogènes, c'est-à-dire des organismes du règne archéen, voire l'épisode 2, et eh bien, ils produisent du méthane. Ce sont des organismes qui vivent également à l'abri de l'oxygène, ils sont donc dits anaérobies. Le processus de production de méthane est appelé la méthanogenèse, et ça a été décrit notamment par Alessandro Volta en 1776, qui a montré que des gaz inflammables s'échappaient de boue ramassée dans un marais. Qui vous a permis de squatter mon marais? L'expérience de Volta, donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il a ramassé de la boue et l'a enflammée. Alors, c'est quelque chose d'assez facile à reproduire, parce qu'il suffit juste de ramasser de la boue d'un marécage et de l'enflammer avec précaution. Façon crêpe Suzette. Et on ferme. Enfin, ne tentez pas ça chez vous non plus. La méthanogenèse, c'est l'étape finale de minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire qu'à la fin de la dégradation de la matière organique, de la décomposition, eh bien on retrouve du méthane. J'ai donc une très bonne nouvelle pour vous. Je connais votre avenir. Vous allez finir en molécules de méthane. De rien. Il a fait ça de lac de nerfs du coton. En plus de vivre de manière anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, les méthanogènes vivent également dans des régions où il n'y a pas de sulfate. On verra ça pourquoi un peu plus tard. Les méthanogènes ont un rôle extrêmement important dans le climat. En effet, le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant, comme je l'ai dit plus tôt. Et ce méthane, eh bien, il est oxydé pour la plupart du temps en CO2, que ce soit de manière aérobie ou anaérobie. Notamment de manière anaérobique par ce que l'on appelle les méthanotrophes, des organismes qui consomment du méthane, et dont je vous parlerai un peu plus tard. Les méthanotrophes sont très importants, on va pas en parler aujourd'hui, mais retenez bien que grâce à eux, eh bien seulement 1% du méthane qui provient des abysses nous remonte à la surface, c'est-à-dire que c'est un écosystème assez important. Un écosystème important qui pourrait être perturbé assez facilement parce que certaines compagnies vous vendent comme du minage sous-marin, éco-friendly et sans risques environnementaux, alors que ça pourrait justement perturber l'équilibre des méthanotrophes et entraîner une réduction de leur métabolisme, et donc entraîner une augmentation du méthane. Donc si un jour vous vous demandez pourquoi, eh bien, il y a des chercheurs qui étudient les microbes des abysses, voilà une réponse. C'est en partie parce qu'on aimerait bien éviter un plus gros réchauffement climatique. Comme je l'ai dit plus tôt, les méthanogènes sont des organismes anaérobies stricts. Ils fuient l'oxygène, tout comme nous on fuit la peste. Ou un ministre de Macron qui fuit la justice. Du coup, on pourrait se demander pourquoi. C'est parce qu'en fait, ils ont des enzymes qui sont capitales dans leur métabolisme et qui pourraient se retrouver dégradés en présence d'oxygène. Alors un petit point métabolique, tant qu'on y est, les méthanogènes sont dites autotrophes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se développer à partir de carbone inorganique, tel que le CO2. Ils sont également dits chimiotrophes, c'est-à-dire que l'énergie de leur métabolisme n'est pas due à la photosynthèse, comme certains organismes ou les plantes, mais à des réactions chimiques à l'intérieur. Ils sont donc complètement autonomes de photosynthèse. Les méthanogènes utilisent une variété plutôt inhabituelle de substrats pour leur croissance. Je l'ai évoqué un tout petit peu plus tôt, mais ils utilisent du dioxyde de carbone, mais ils utilisent aussi une dizaine d'autres substrats. De manière assez intéressante, ils n'utilisent pas le glucose, par exemple, que nous on utilise. Ils n'utilisent pas non plus de l'acétate ou du pyruvate, des choses que l'on retrouve dans d'autres domaines du vivant, et ils n'utilisent pas non plus d'acide gras. Selon ce que consomment les méthanogènes pour produire le méthane, on en distingue 3 classes. Les hydrogénotrophes, les acétotrophes et les méthylotrophes. La première classe est la classe des hydrogénotrophes, c'est-à-dire qu'elles utilisent de l'hydrogène. Elles mangent de l'hydrogène. Hydrogénotrophes. Et vous pouvez voir d'ailleurs l'équation qui en résulte. Alors retenez pas ça, mais
C'est toujours intéressant à savoir. Pour faire simple, c'est la réduction du CO2, du dioxyde de carbone, en méthane par l'intermédiaire de l'hydrogène. Alors on n'a pas vu ces questions de donneur ou d'accepteur d'électrons. Pour faire très simple, dans un métabolisme, il y a toujours par exemple un donneur et un receveur d'électrons. C'est ce mouvement d'électrons qui va donner de l'énergie à la cellule. On ne précise pas ça pour aujourd'hui, il y aura des épisodes consacrés à ça, mais voilà, si ça peut vous aider à comprendre un peu ce système de receveur et d'accepteur d'électrons, c'est tout ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Le deuxième groupe de méthanogènes, c'est la classe des méthylotrophes. Ils vont donc consommer des composés méthylés, un groupe de molécules chimiques qui ont toutes plus ou moins la même tête. Et pour ceci, il y a deux équations. Il y en a une qui est un peu plus simple que l'autre, la deuxième montrant qu'on peut également recevoir du dioxyde de carbone de ce métabolisme, dioxyde de carbone qui va être utilisé par d'autres organismes. Et la dernière voie métabolique pour les méthanogènes, ça peut être qu'elles soient acétotrophes. Elles vont consommer de l'acétate. Alors les acétotrophes dans les milieux naturels sont assez rares par rapport aux deux autres, mais pour ce qui est de l'utilisation industrielle des méthanogènes, on s'en sert énormément. En général, 2/3 du gaz produit de cette manière est dû aux acétotrophes, et 1/3 est dû aux hydrogénotrophes. Et pour ce qui est de l'utilisation des méthanogènes, eh bien justement elles sont utilisées pour la production de méthane, pour ce qui est du recyclage des bouts d'épuration. À la fin de chaque métabolisme, vous pouvez le voir, il y a un numéro qui est en négatif. Ce numéro, ça indique la quantité de joules qui est tirée de cette réaction. Et quand ce numéro est négatif, ça veut dire que la réaction apporte de l'énergie au système. Le système étant la méthanogène. Et ça, c'est du métabolisme. Eh bien, c'est très simple. Ça peut être vu comme un flux d'électrons. Ce flux d'électrons va dégager une certaine énergie. Cette énergie qui s'appelle l'énergie de Gibbs, que c'est le gars qui l'a décrit, en fait. Si cette énergie reçue est négative, ce qu'on va appeler la delta G0, eh bien, ça veut dire qu'il va apporter de l'énergie à notre organisme, et donc il sera énergétiquement favorable. Si le résultat d'un métabolisme donne une énergie de Gibbs négative, c'est-à-dire qu'il va apporter de l'énergie du système à l'organisme, il sera donc dit énergétiquement favorable. L'organisme va donc pouvoir se développer grâce à l'énergie bien récupérée par ce métabolisme. Un peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Grâce à l'énergie recueillie, on pourra en déduire une certaine concentration en ATP produite via ce métabolisme. L'ATP, c'est la molécule qui va donner de l'énergie aux cellules, que ce soit bactériennes, archéennes ou toutes les autres. Ce qui est en faveur aussi de la théorie de l'évolution, pour ceux qui en douteraient. Un dernier point intéressant, c'est qu'en général, les méthanogènes ont des métabolismes qui ne donnent pas beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'ils sont souvent devancés par d'autres organismes, pour ce qui est de l'isolation et de leur coculture. On verra ça un peu plus tard. Mais retenez ça, c'est que ce ne sont pas les organismes qui sont énergétiquement le plus favorisés. C'est notamment pour ça qu'on ne les retrouve pas quand il y a d'autres accepteurs d'électrons, tels que le nitrate, le fer ou le sulfate, qui sont des accepteurs d'électrons qui sont beaucoup plus favorables, qui vont libérer beaucoup plus d'énergie lorsqu'ils vont recevoir un électron. Et justement, ce fait de recevoir plus d'énergie pour l'acceptation d'un électron va faire qu'ils auront plus d'énergie, et cet apport d'énergie va favoriser les organismes qui se servent de sulfate, nitrate et fer. C'est pour ça que les méthanogènes, à l'état naturel, se trouvent dans des surfaces sédimentaires, là où il n'y a pas beaucoup de ces accepteurs d'électrons. Certaines de ces méthanogènes ont une croissance assez rapide en laboratoire, voire même très rapide. On pensera à Méthanosarcina baekeri, qui met 6 heures à se diviser, ce qui est plutôt pas mal, ou Methanocalococcus yanashi, qui elle se divise en 25 minutes. C'est rapide. Alors, enrichir des méthanogènes à partir d'un milieu naturel, c'est quand même assez délicat. Je vous l'ai dit un petit peu avant, mais c'est vrai que énergétiquement parlant, ils sont un peu à la traîne. Même beaucoup à la traîne. Donc c'est assez délicat. Après, une fois qu'on a réussi à les enrichir, il suffit de leur donner ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'énormément de choses. On dit que les méthanogènes sont énergétiquement peu compétitifs. La moyenne de l'énergie de Gibbs qu'elles vont obtenir par leur métabolisme, c'est 36 kJ par mol. Ces 36 kJ par mol, ils vont être utilisés pour faire entre 1/2 et 2 molécules d'ATP par molécule de substrat. Pas beaucoup. C'est tellement pas beaucoup que c'est presque le record. Le record étant 0,25 molécules d'ATP produites par molécule de substrat consommée. Ce sont avec des acétogènes, des organismes qui produisent de l'acétate. C'est pas super important à retenir, mais de toute façon même l'épisode n'est pas super important à retenir. Les méthanogènes n'ont pas besoin de beaucoup de substrat pour se développer. Elles n'obtiennent pas beaucoup d'énergie de la part de leur méthanogenèse, mais elles utilisent énormément de ce substrat pour de l'énergie. On va parler de rendement. Et donc ce rendement, il est très bon chez les méthanogènes, entre 60% et 99%. Il n'y a que très peu de déchets. Le déchet étant le méthane.
Et c'est notamment très utile pour nous lorsqu'on veut produire du méthane. On leur donne un tout petit peu de substrat et on sait plus ou moins exactement ce que va nous rapporter la méthanogenèse. Alors quand on dit méthanogène, c'est vrai qu'on balaye une importante variété d'organismes. Et justement, cette variété se retrouve également dans leur métabolisme. Ils sont tous méthanogènes, mais par exemple, les méthanocercinales peuvent switcher d'un mode de vie lithotrophe, c'est-à-dire utiliser du carbone minéral, à hétérotrophe, c'est-à-dire utiliser du carbone organique, caillou contre cuisse de poulet. Tandis que les méthanococcus, elles, se développent très vite et sont très rentables d'un point de vue énergétique. On a vu ce qu'étaient les méthanogènes. On a aussi parlé de leur métabolisme et on a développé un peu plus sur ce qu'est un métabolisme. Et bien aujourd'hui on va voir un peu plus de choses sur les méthanogènes. Alors on a beaucoup de travail fait sur les méthanogènes, mais il y en a très peu qui ont été isolés en comparaison de la grande diversité qu'on leur connaît. Et la première qui a été isolée et étudiée a été Methanobacterium subterraneum. La méthanobactérie qui vient de sous terre. La science c'est compliqué, sauf pour les noms. Alors j'ai parlé de leur métabolisme, et j'ai insisté sur le fait qu'elles sont anaérobiques, c'est-à-dire qu'elles ont une peur panique de l'oxygène. Si vous avez du mal à vous illustrer pourquoi, imaginez qu'elles vont s'oxyder en présence d'oxygène. Un peu comme ça, oui. Mais c'est le seul impératif métabolique qu'elles ont. À part, évidemment, cette histoire de déplétion des accepteurs d'électrons. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en ai parlé dans l'épisode juste avant. Ça s'appelle de l'autopromotion. Et justement, quand on parle d'environnements variés, je parle, des environnements profonds, des environnements moins profonds, tels que les intestins des vaches. On en trouve aussi dans les lacs d'eau fraîche, ou les lacs acides, avec des températures qui vont de 0 à 120 degrés. Ouais, on en trouve un peu partout. Ça revient souvent, je sais. Mais eux, on en retrouve vraiment partout. Les méthanogènes sont très importants d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue écologique, parce qu'ils sont chimiolithotrophes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de photosynthèse et qu'ils se nourrissent de composés inorganiques. Ils sont donc à la base de la chaîne alimentaire. Alors ça s'observe beaucoup, notamment dans des milieux qui sont dits oligotrophes, c'est-à-dire avec peu de matière organique. Il y a des études qui ont montré que les méthanogènes sont en nombre conséquent dans les sédiments. Par exemple, dans la faille de Driefontein Consolidated Mine, à Johannesburg, en Afrique du Sud, il a été montré que des méthanobacterium dominent les 4 premiers kilomètres de sédiments. Oui, kilomètres. C'est profond. Un peu plus proche de nous, et avec un peu plus d'impact, ce sont les méthanobrevibactères, que l'on peut trouver dans les tubes digestifs des termites et des vaches. Alors, à qui c'est qu'elle est morte, la vavache? Donc si les pets de vaches sont polluants, c'est à cause de ces petites bêtes. Avec notamment une des archéméthanogènes les plus répandues, Methanobrevibachter ruminantium. Dans l'être humain aussi, on a des méthanogènes, avec des organismes tels que Methanobrevibachter smithii, Methanosphaera stagmanae ou Methanobacillicoccus luminensis. C'est à peu près une des rares fois où je parle de santé et d'être humain, donc c'est cadeau. Ça m'est arrivé d'ouvrir un manuel de microbiologie et de voir que nos peines n'étaient que l'expression de notre microbiote. Voilà, toute la journée. Niveau température de croissance, je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est vrai que toutes les méthanogènes montrent une diversité de températures. On a des mésophiles, tels que Méthanocercina, Méthanococcus ou Methanobacterium, mais on trouve aussi des méthanogènes thermophiles, voire hyperthermophiles. Et accrochez-vous parce qu'il va faire chaud. Methanothermobacter thermoautotrophicus et Methanocaldococcus ianachi sont par exemple de très bons exemples de il fait chaud, avec des optimums de température de 75 et 86 degrés. C'est-à-dire que pour les faire pousser de manière optimale, donc ianachi en 25 minutes, faut la chauffer. Il faut la chauffer à 86 degrés, parce que en dessous il fait trop froid et elle meurt d'hypothermie. Si je vous trempe dans de l'eau à 86 degrés, non, vous allez pas pousser plus vite. Ça m'a littéralement cuit les boules. On notera que Methanothermobacter thermoautotrophicus a un nom évocateur. Fait du méthane, thermophile, encore plus thermophile, est autotrophe. La science c'est pas dur, hein. La microbiologie c'est facile. C'est du loup mais c'est facile. Un des organismes les plus chauds de notre région, ou pas, est Candleri, qui pousse, elle, à 110 degrés. Enfin, qui peut pousser jusqu'à 110 degrés. C'est-à-dire que l'eau est en train de bouillir à une pression telle que la nôtre, et non, la bestiole est continue. De notre côté, on a Methanolobus psychrophilus, qui elle pousse en consommant du méthanol. Ne le faites pas. C'est mortel le méthanol. Et qui pousse à des optimums de température de 18 degrés, mais qui peut continuer de pousser jusqu'à 0 degrés. 110 degrés, 0 degrés. Une autre chose à prendre en compte aussi est le taux de sel. On va venir avec vos blagues.
Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. On trouve de nombreuses méthanogènes qui se développent dans des environnements dits hyper salés. Des environnements considérés comme extrêmes au vu de la concentration en sel. Rien d'autre n'y pousse, sauf ce genre de micro-organismes, que l'on dit halophiles. Les halophiles, ça va être un sujet à part, que c'est fascinant, mais retenez que pour retenir l'eau dans leurs cellules, parce que si on trempe une cellule dans de l'eau hyper salée, elle se déshydrate, et bien ces cellules d'halophiles vont développer un processus qui va retenir l'eau dans leurs cellules, qui va l'empêcher de fuir par la membrane. Et je l'ai dit et je le répète et je vais encore le répéter plus tard, mais c'est vrai que le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement costaud, 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Combien? Et comme je l'ai dit avant, c'est un gaz dont sa concentration augmente depuis 200 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des émissions de méthane qui sont de 500 à 600 téragrammes par an. Le problème, c'est que ce gaz à effet de serre contribue à l'effet de serre. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et cet effet de serre, il va réchauffer notre planète. Il va donc entraîner une augmentation des températures de notre climat. Si je vous jure. Un des effets secondaires un peu embêtants, c'est que les méthanogènes, elles aiment bien les températures un peu plus chaudes. Donc on va avoir un emballement du système avec des méthanogènes qui vont se mettre à produire encore plus de méthane. Elles vont se développer encore plus vite. Elles vont produire plus de méthane. Ce qui va chauffer encore plus la planète. Ce qui va faire que les méthanogènes, elles vont aimer ça. Donc elles vont se développer encore plus. Donc elles vont produire encore plus de méthane. Ce qui va entraîner un réchauffement climatique encore plus important et une hausse des températures. Bref, vous voyez l'idée. Mais oui, c'est clair. Et alors là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais bon, t'exagères, t'en fais trop, blablabla. Sauf que si je vous disais que les méthanogènes, elles ont déjà participé à une extinction de masse. Elles l'ont même provoqué, à cause du système que je viens de vous décrire. En effet, les méthanogènes, il y a de cela plusieurs millions d'années, se sont mis à se développer à un rythme un peu trop effréné, et l'emballement de ce système a fait que, eh bien, ça conduit à un réchauffement planétaire. Tout ça à cause d'arcs qui pètent. Voilà, toute la journée. Maintenant, si vous avez un doute sur le fait que les micro-organismes, même non pathogènes, n'ont pas d'impact sur notre société, je suis ravi de vous montrer que vous avez tort, et que c'est important de savoir ce genre de choses. Cette théorie, elle peut vous paraître farfelue, c'est tout à fait normal. Mais il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question, et c'est une théorie qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est déjà arrivé que des micro-organismes produisent des extinctions de masse, et un jour on va parler des cyanobactéries, où là ça va pas être le même niveau du tout. Bref, les méthanogènes, d'autres organismes qui procèdent au génocide par le gaz. Ça va devenir à la mode après. Alors les méthanogènes, c'est vrai que je vous le dis et je vous le rabâche, elles sont diversifiées. Il n'y a pas de classe de méthanogènes. On ne va pas se dire, tiens, c'est une méthanogène, elle appartient à cette classe-là, cet ordre-là et cette famille. Non, 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 non. Et ça se reflète par leur composition au niveau de leur membrane. Je vous ai parlé dans l'épisode 2, qu'il faut définitivement que vous alliez voir si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager cet épisode. Donc je disais, on a vu dans l'épisode 2 que les membranes des archées étaient composées de S-Slayer, ou Litvit Slayer. Oui, j'ai déjà fait la blague. Elles sont également composées de pseudo-peptidoglycanes, notamment chez les méthanobactériens. Tandis qu'il y a de la méthanochondroïtine chez les méthanosarcinaires. La méthanochondroïtine, ça ressemble à la chondroïtine que l'on trouve chez les vertébrés, dans leur cartilage. Et oui, comme j'ai dit encore une fois dans l'épisode 2, les archées sont proches de nous. Faut vraiment que vous alliez le voir cet épisode. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que les méthanogènes sont très diversifiés. Pas moyen d'avoir un seul ordre de méthanogènes. Même au début, on pensait qu'il y en avait 5, appartenant au phylum des Euryarchaeota. Ces 5 ordres, c'était les méthanococcales, les méthanobactériales, les méthanosarcinales, les méthanomicrobiales et les méthanopiarales. Beaucoup de méthanos. Puis on a découvert 2 nouveaux ordres, les méthanocellales et les méthanomacillicoccales. Alors avant, on a parlé donc des 3 différents métabolismes méthanogènes. Mais on n'a pas vu à quel point ils étaient répartis entre les différents ordres. Ça tombe bien parce que du coup on va le faire maintenant. Tout s'enchaîne. Déjà le métabolisme le plus facile, l'hydrogénotrophe, se trouve chez tous les méthanogènes, sauf les méthanomacillicoccales. Il y a toujours un sauf. Les méthanosarcinales, elles, sont les seules à présenter la méthanogenèse acétoclastique, étant donc des acétotrophes qui consomment de l'acétate. Acétoclastique qui va donc consommer de l'acétate. Les méthanomacillicoccales, les méthanobactériales et les méthanosarcinales, elles présentent toutes les 3 la méthanogenèse méthylotrophique. Elles vont donc consommer des composés méthylés. Cependant, récemment, il y a des études méthanogénomiques qui ont été faites. Alors la métagénomique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de plusieurs génomes compris dans un environnement. Un génome, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des gènes d'un individu.
Donc l'étude métagénomique d'un environnement, c'est on prend un échantillon, on l'échantillonne, oui, on analyse la diversité génétique de cet environnement, et on essaye d'en déduire, eh bien, qu'est-ce qui s'y trouve. Et une des façons donc de travailler avec ça, c'est ce que l'on appelle des MAG, des métagénomes associated genomes. C'est-à-dire que ce sont des génomes qui sont pris in silico, donc par ordinateur. Alors à expliquer c'est un peu compliqué, mais retenez que ce sont des ensembles de gènes qui appartiennent donc à probablement la même souche et qui vont être mis ensemble et qui vont composer le génome supposé de cette souche. Ça semble un peu abstrait, mais ça sert énormément et ça a été prouvé comme étant quelque chose de valable. Il y a énormément d'outils pour faire des MAG, je vous les détaillerai tous, c'est pas le sujet de la vidéo, mais grâce à ces MAG on a réussi à trouver que 2 autres phylums de micro-organismes étaient probablement capables de faire de la méthanogenèse, à savoir les Archaeota et les Vestrarchaeota. Alors Archaeota, donc les archées qui se développent eh bien, sous de fortes pressions. Et Vestrarchaeota, je sais pas. Donc si vous avez des idées, vous me les mettez en commentaire. Alors je fais très peu de focus sur des organismes en particulier. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Et pourquoi ne pas le faire à partir d'un organisme sur lequel j'ai déjà travaillé, c'est Methanocalococcus yanashi. Methanocalococcus yanashi a été isolé à 2600 mètres de profondeur, c'est profond, au niveau d'un fumeur blanc, des cheminées hydrothermales, donc en général où il fait assez chaud. C'est un micro-organisme qui a été isolé, qui sert de modèle pour les méthanogènes, qui est très facile de travailler avec, puisque c'est un micro-organisme hydrogénotrophe. En fait, vous faites un milieu minéral, vous rajoutez de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, vous mettez ça à chauffer à 86 degrés, et le lendemain, vous revenez, vous avez une colonie. Ou plutôt une solution complètement trouble remplie de petites méthanogènes. Très simple, et comme ça se cultive à haute température, vous avez très peu de risques d'avoir des contaminants. Alors c'est un micro-organisme qui a 1700 gènes dans son génome pour une taille totale de 1,6 mégapaires de base. Alors c'est des subtilités, si vous voulez vous retenez, c'est pas important, c'est pour avoir un titre de comparaison si on revient sur d'autres micro-organismes à l'avenir. En effet, on a trouvé que beaucoup de ces gènes, notamment de division et d'entretien de la cellule, étaient très proches des bactéries. Néanmoins, les gènes qui sont responsables de la transcription et de la traduction de l'ADN en protéines, passant par l'ARN, s'il y en a qui savent, ne chipotez pas, eh bien sont très proches des eucaryotes, des cellules avec un noyau, tels que nous, enfin vous et moi, enfin moi et vous, enfin, vous avez compris. Ce qui montre, encore une fois, qu'on a une théorie de l'évolution qui se tient avec les bactéries qui sont apparues en premier, puis les archées qui ont dévié, et les archées qui ont donné les eucaryotes. Donc voilà, encore une nouvelle preuve de la théorie de l'évolution. Néanmoins, la petite subtilité de Yanashi, c'est que même si on connaît bien son génome, on se rend compte que 50% de ces gènes sont complètement inconnus. On ne sait pas à quoi ils servent, parce qu'on n'a pas d'équivalent ailleurs. Soit ce sont des gènes qu'on ne connaît pas, soit ce sont des gènes qui sont uniques chez ce micro-organisme. Donc oui, on a encore besoin de plus de boulot, plus d'investissement dans la recherche. Ah mais c'est là que ça bloque. Alors, on a vu avant les méthanogènes, on a vu plus ou moins ce que c'était, on a vu en gros leur histoire avec Alexandro Volta qui les a découverts, leur petite diversité, leur petite folie, telle que se développer à des températures de 80 degrés. Ça m'a littéralement cuit les boules. Ça va, on a compris. Maintenant, on va parler des organismes qui ont raté le coche de la méthanogenèse, ceux qui l'ont perdu en cours de route. On va faire un petit détour, on va parler d'évolution et de génétique. Il était une fois, dans un océan pas très lointain du tout, la Terre. En effet, je l'ai évoqué plus ou moins avant, mais c'est vrai qu'on peut faire de la phylogénie avec une molécule qui s'appelle le 16S. On peut aussi faire cette phylogénie avec un gène qui s'appelle le gène MCRA. Ce gène, il est capital pour les méthanogènes, car il catalyse la réaction finale de la transformation d'un produit en méthane. Donc si ce gène foire, si ce gène mute, ou si la protéine est invalide, pas de métabolisme. Donc pas de méthanogenèse. Pas de méthanogenèse, pas d'énergie. Pas d'énergie, pas de cellules. Pas de cellules, pas de cellules. Et donc le gène MCRA, il fait partie de ces gènes que j'avais évoqués plus tôt, qui s'appellent les gènes gardiens de maison. C'est des gènes qui sont très stables et qui ne peuvent pas muter, ou très peu. Cette absence de mutation, on s'en sert pour faire de la biologie moléculaire et pour dater le micro-organisme. On va donc voir sur l'échelle de l'évolution à quel point chaque micro-organisme est distant. Et on va également se rendre compte que certains micro-organismes sont beaucoup plus proches des méthanogènes que ce que l'on aurait pu croire. On va parler par exemple des archéoglobales, des micro-organismes non rigolos qui sont hétérotrophes et qui réduisent le sulfate. Ils respirent du sulfate. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Ces organismes, eh bien ils ont tous les gènes de la méthanogenèse, sauf ce fameux gène MCRA.
qui leur est manquant. C'est-à-dire que ces micro-organismes ont évolué à partir d'un méthanogène, ont perdu cette faculté de faire de la méthanogenèse, et ont donc évolué en archéo global. D'autres organismes, tels que les archées halophiles appelés Halobacterium, oui, une archée, halophile, qui s'appelle Halobacterium, on est toujours en microbiologie, il y a toujours des exceptions. Elles ont été prouvées comme étant très proches des méthanogènes par étude de leur 16S. Ce sont des micro-organismes qui utilisent un processus très proche de la photosynthèse et qui utilisent une molécule appelée la bactériorhodopsine. Alors cela, on va en parler plus tard dans un épisode sur les halophiles. Il fallait que je fasse cette blague. Mais retenez que ces organismes, eh bien, ils ont également perdu la faculté de faire de la méthanogenèse due à un transfert de gène horizontal. Et si vous ne savez pas ce qu'est un transfert de gène horizontal, ça veut dire que vous n'avez pas vu toutes les vidéos de la chaîne. Allez donc le faire après celle-ci. Un autre groupe de micro-organismes qui est très proche des méthanogènes, ce sont les anmées, ou anaérobiques méthanotrophes. Donc des méthanotrophes anaérobes. Un groupe d'archées qui oxydent le méthane par l'intermédiaire de sulfate, nitrate ou de fer, et dont on va parler très prochainement. Ce sont des micro-organismes qui utilisent ce que l'on appelle la reverse méthanogénèse, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même processus et le même ensemble de gènes que des méthanogènes hydrogénotrophes, mais ils vont dégrader le méthane en suivant le procédé complètement inverse de la méthanogenèse, donc partir du méthane pour obtenir de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. Enfin, si vous vous rappelez de l'épisode 2, que vous avez sûrement vu, et si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, vous pourrez le faire après, et bien les Lokiarchaeota, qui appartiennent au phylum des Asgardia, sont suspectés comme ayant été des anciennes méthanogènes, qui poussent aussi certains chercheurs à penser que les premiers eucaryotes étaient peut-être un peu méthanogènes. La théorie serait qu'une Lokiarchaea aurait gobé une alpha-protéobactérie, cette alpha-protéobactérie devenant ce que l'on appelle aujourd'hui la mitochondrie. Ça aussi, on va en reparler plus tard. Alors à quoi ça sert les méthanogènes? Je veux dire dans l'industrie. Bah déjà ça peut être très facile, ça peut servir à produire du méthane. J'ai été chercher très loin pour celle-là. On peut se servir des méthanogènes pour la production du méthane à partir de pétrole ou de charbon, mais aussi de déchets organiques, les bouts d'épuration par exemple, qui sont réutilisés pour la production de méthane. C'est ainsi qu'aux États-Unis, on s'en sert de ça pour produire jusqu'à 7,9 millions de tonnes de méthane, juste par l'utilisation de stations d'épuration, ce qu'on appelle du biogaz. On peut également se servir des méthanogènes pour la production de molécules d'intérêt. Et bah non, justement, on peut pas. En effet, les méthanogènes, je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais elles ont la fâcheuse tendance à utiliser tout ce qu'elles peuvent. C'est-à-dire qu'elles ont un rendement de 60 à 99% de production d'énergie. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas beaucoup de déchets, ou pas beaucoup de métabolites annexes. Donc on peut pas vraiment s'en servir pour produire de l'insuline ou de la pénicilline. Les méthanogènes ont néanmoins une importance capitale dans l'histoire de la recherche, car ce sont des méthanogènes qui ont été utilisés par Carl Woese pour tester sa théorie du 16S. Il a utilisé ces micro-organismes pour voir, si sa théorie d'utiliser une molécule de 16S en tant qu'horloge moléculaire pouvait servir à justement établir une phylogénie. C'est grâce à Ralph Wolf, un autre chercheur, qui lui a prêté justement un stock de méthanogènes, et c'est grâce à ça que justement Woese s'est rendu compte non seulement que leur 16S était bien différent de toutes les bactéries qu'il était en train d'observer, mais qu'en plus les méthanogènes, et les archées plus globalement, avaient des membranes cellulaires extrêmement différents au niveau de leur composition. Et cette découverte a petit à petit fait son chemin, et aujourd'hui, non seulement on estime qu'un des derniers ancêtres communs eucaryotes proviendrait d'une méthanogène, mais on a également des données qui nous montrent que les Lokiarchaeae, dont je vous ai un peu parlé au début, sont également des ancêtres communs des eucaryotes. Donc voilà, c'est ça les méthanogènes. Ce sont des archées anaérobies qui produisent du méthane, qui ont un rendement énergétique un peu bof, mais qui ont réussi à persister jusqu'à nos jours, et qui seront probablement là pour un bout de temps. Les micro-organismes sont également le parfait exemple d'archées qui ont un impact crucial sur nos vies, sans être pour autant pathogènes. Et je rappelle que les archées pathogènes n'ont toujours pas été découvertes. Donc si vous voulez un prix Nobel, allez-y. Allez-y, je vous regarde. Néanmoins, ces organismes sont également très importants pour la recherche fondamentale, notamment la phylogénie. Donc je m'en suis servi pour vous expliquer plusieurs concepts. On a vu que Carl Woese s'en est servi pour construire son arbre du vivant, et on voit toujours aujourd'hui que ces méthanogènes sont très proches de savoir quel est l'ancêtre commun à tous les eucaryotes. Une recherche qui va prendre des années et des années et dont on ne verra sûrement jamais le jour. Mais c'est très intéressant de voir comment ces organismes ont évolué de procaryotes sans noyau à eucaryotes avec un noyau. Et enfin, on peut se dire que l'utilisation des systèmes moléculaires chez les archées, leur étude et leur interprétation pour ce qui est des eucaryotes peut avoir des conséquences sur nous. Par exemple, des mécanismes cellulaires chez les eucaryotes. Donc voilà.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter pour me dire si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ainsi que si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.